Monde sur Radio J. Et comme chaque lundi, vous le savez, c'est un plaisir de retrouver notre correspondant aux États-Unis, Sébastien Lévy. Bonjour Sébastien. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors évidemment, actualité oblige, on va parler de ce retour du Premier ministre israélien de Washington, ce voyage du Premier ministre aux États-Unis. Un succès diplomatique majeur, c'est ce qu'il a déclaré. Et c'est aussi l'occasion pour vous de revenir, Sébastien, sur les dernières déclarations de Donald Trump, notamment sur Gaza. Donald Trump qui a de nouveau affirmé qu'il restait déterminé donc à acheter et à posséder Gaza. Effectivement, il vient de faire une déclaration. Alors, c'est vrai que ça oscille pas mal. On a pas mal de déclarations qui sont un petit peu contradictoires. Mais la dernière du jour aujourd'hui montre que Donald Trump dit effectivement, je veux que Gaza appartienne aux États-Unis. Je veux I want to own it. Donc, je veux le posséder. Il en a également profité pour dire que il pourrait favoriser l'annexion de la Cisjordanie par Israël. Donc, la Judée-Samarie par Israël. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il n'avait pas évoqué. Donc, ce sont les déclarations du jour. Il a eu aussi des mots très très forts concernant les otages. Il a visiblement été assez ému et marqué, comme nous l'avons tous été, par les images absolument effroyables des otages israéliens. Et il a tenu un propos, alors qu'il est difficile de véritablement comprendre, mais qui dit we're not going to take it anymore. On ne va pas pouvoir le supporter. Donc, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce qu'il veut donc favoriser un deal à tout prix? Est-ce qu'il veut donner carte blanche peut-être à Benjamin Netanyahou de reprendre les combats pour éliminer le Hamas? On ne sait pas encore, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Donald Trump a été marqué par les images des otages israéliens. Alors effectivement, il y a la question de Gaza, il y a la question de la Judée-Samarie. D'ailleurs, dans les documents officiels, maintenant, on ne dira plus Cisjordanie, c'est ça, Sébastien? Oui, et ça fait partie en fait des grands succès que Benjamin Netanyahou a obtenu lors de ce séjour. Le premier succès, ça a été que cette rencontre elle ait eu lieu et qu'il ait été le premier leader étranger à être reçu par Donald Trump. Ça, c'est déjà le premier succès. Ensuite, vous avez eu toute une espèce de corbeille un peu avec plein de succès. Celui-ci en fait partie. Vous allez avoir maintenant, a priori, dans les mots du département d'État, donc du ministère des Affaires étrangères américain, on ne dira plus Cisjordanie, on dira Judée-Samarie. Ça a été un grand combat, notamment de la droite israélienne. Donc c'est un vrai succès diplomatique pour Benjamin Netanyahou. Il y en a d'autres qui sont moins symboliques et plus réels. Vous avez par exemple le secrétaire d'État à la Défense qui a dit que les bombes de 2 tonnes, dont certaines avaient été bloquées par l'administration Biden, allaient être autorisées maintenant par Israël. Vous avez également le plan Gaza, alors qui est un cadeau, on pourra en reparler parce qu'il faut voir si c'est un cadeau ou si c'est un cadeau empoisonné à voir. Mais en tous les cas, ça a été quelque chose qui a été surprenant pour Benjamin Netanyahou et c'est une option en plus pour Benjamin Netanyahou. Donc ça a été aussi une bonne surprise. On pourrait rajouter également la fin du financement de l'UNRWA, les sanctions contre la CPI. Donc ça fait pas mal de choses. Et puis dernière chose, le fait que Trump ait signé le retour à ce qu'on appelle la politique de la pression maximum contre l'Iran. Donc tout ça, ce sont des vrais succès pour Benjamin Netanyahou. Alors sans doute qu'il aurait préféré avoir deux choses, c'est-à-dire avoir les mains libres concernant la gestion des otages. On ne sait pas encore si Donald Trump fera pression pour Benjamin Netanyahou sur la deuxième partie du deal des otages. Ça, on ne le sait pas. Et sans doute Benjamin Netanyahou aurait préféré que Donald Trump soit peut-être encore plus net dans sa politique sur l'Iran en donnant le feu vert à une frappe contre l'Iran. Après, il est fort possible aussi que des choses se sont dites derrière les portes donc en petit comité. Ça, on ne le sait pas. Mais globalement, oui, c'est un succès clair pour Benjamin Netanyahou qui a pu le célébrer devant les médias américains. Alors, vous l'avez dit, c'est un alignement à la droite israélienne. D'ailleurs, il y a aussi la levée des sanctions contre les habitants juifs, des implantations qui ont été accusées de violence. Ça aussi, ça fait partie des mesures prises par Donald Trump. Exactement, et ça explique le propos, alors qui peut être un petit peu injuste envers un Joe Biden qui a payé un prix assez lourd politique pour son soutien à Israël, mais Benjamin Netanyahou qui sait à quel point flatter l'ego de Donald Trump ça compte, et puis en plus c'est vrai qu'il y a des vraies mesures qui sont prises par Donald Trump, donc ça repose sur quelque chose. Il a dit: Donald Trump, vous êtes le meilleur ami qu'Israël n'ait jamais eu à la Maison Blanche. Donc quand on sait qu'il y a eu des vrais amis d'Israël, c'est un propos très fort, mais il sait que ça fait partie de la façon de négocier avec Donald Trump, qui est très sensible à ce type de marque d'affection. Ce qui est intéressant, c'est que ça traduit encore un alignement de plus, je dirais, entre Benjamin Netanyahou, la droite israélienne, avec la droite américaine et avec, par exemple, les évangéliques. À titre d'exemple, ce qui est très intéressant dans ce séjour, Benjamin Netanyahou a rencontré les républicains, il a rencontré quelques démocrates très pro-israéliens, mais il a surtout rencontré Elon Musk qui est vraiment dans la ligne de mire des associations juives américaines pour ses propos antisémites ou ses gestes antisémites, et il a également rencontré des leaders évangéliques. En revanche, il n'a pas rencontré des leaders juifs américains parce que Benjamin Netanyahou
pense que il a raison qu'il est assez impopulaire auprès des Juifs américains en général, tout comme Donald Trump est très impopulaire auprès des Juifs américains, donc il n'a peut-être pas voulu froisser Donald Trump, mais c'est vrai que c'est quand même étonnant pour un Premier ministre israélien de ne pas aller rendre visite à des leaders juifs américains. Et à titre d'exemple, pour montrer je dirais ce malaise entre Juifs américains et Benjamin Netanyahou, vous avez un groupe comme l'American Jewish Committee, qui est un groupe assez centriste des Juifs américains, qui sera un peu l'équivalent du CRIF, et qui a dénoncé de façon assez forte le plan de Trump pour Gaza. Donc il est possible que ce soit lié, on ne sait pas exactement, mais en tous les cas, je pense que ça traduit toujours cet alignement de plus en plus fort de la droite israélienne, beaucoup plus avec les évangéliques et la droite américaine, plutôt qu'avec les juifs américains et les démocrates. Donc en ce sens, c'est ce qui s'est passé aussi pendant ce séjour est assez intéressant, et ça pourrait avoir des conséquences dont on peut parler. Alors justement, concernant ces conséquences, alors on en avait parlé d'ailleurs avec vous il y a déjà quelques mois, Sébastien, peut-être un éloignement qui peut se dérouler entre les Juifs américains et le gouvernement israélien. C'est selon vous ce qui va se passer là dans les prochaines semaines ? Vous avez les Juifs américains, il faut le rappeler, environ 75%, 70-75%, ça dépend des instituts de sondage, ont voté pour Kamala Harris contre Donald Trump, alors qu'on sait que les Juifs israéliens, donc au-delà même de la droite israélienne, les Juifs israéliens à 70% environ soutenaient Donald Trump contre Kamala Harris. Donc vous avez d'ores et déjà ce divorce, je dirais, qui existe un petit peu entre deux évolutions divergentes des Juifs en Israël et des Juifs aux États-Unis. Et c'est vrai que cette visite de Benjamin Netanyahou, elle entérine d'une certaine façon cet éloignement, puisque Benjamin Netanyahou préfère passer du temps avec Elon Musk, avec les dirigeants américains, avec les dirigeants juifs américains. Mais j'irai au-delà. Il y a eu un sondage, alors là c'est au-delà des Juifs américains, vous avez environ 15% des Américains en général, pas juifs, qui soutiennent le plan de Trump pour Gaza. Ce chiffre est de 80% environ chez les Juifs israéliens. Donc là aussi, ça porte en germe un certain éloignement possible qui peut avoir des conséquences à moyen long terme sur l'alignement, non pas des gouvernements israéliens américains, mais des peuples israéliens américains. Donc ça peut être assez inquiétant. Et puis l'autre chose qui peut-être, et d'ailleurs je pense que Benjamin Netanyahou en a conscience, vous risquez d'avoir, avec ce qui s'est passé, notamment autour du plan Gaza, et c'est pour ça que j'appelle à titre personnel un plan un petit peu empoisonné, qui est ce plan pour Gaza, c'est que il est possible que vous ayez un renforcement du narratif qu'il y a sur les campus américains et sur l'extrême gauche américaine, qui dit non seulement que Israël maintenant n'est non seulement génocidaire, mais qu'en plus qu'il favorise le nettoyage ethnique. L'alignement d'Israël sur Donald Trump, alors que vous avez notamment la gauche du Parti démocrate qui est évidemment très en pointe, c'est un peu d'une façon un cadeau du ciel pour l'extrême gauche américaine très anti-israélienne, voire antisémite, qui est de dire regardez, c'est ça que propose Israël. Non seulement il s'aligne sur Trump, notre ennemi absolu, mais en plus il propose d'appuyer un nettoyage ethnique. Et je pense que c'est à cette aune qu'il faut entendre ce que Benjamin Netanyahou a dit sur Fox News, où il a clairement dit il s'agit d'un déplacement de population volontaire et non un nettoyage ethnique. Je pense que Benjamin Netanyahou a tout à fait conscience du danger que ce cadeau empoisonné peut représenter sur l'image d'Israël, sur l'isolement d'Israël, notamment auprès des autres chancelleries qui ne sont pas américaines. Un alignement trop fort avec Donald Trump et sur les propos les plus extrêmes pourrait coûter cher à Israël. Donc je pense que Benjamin Netanyahou aujourd'hui veut envoyer un signal non seulement à l'opinion internationale, mais aussi à sa propre aile droite de son parti en disant attention, ce plan est encore très théorique, ne le prenons pas au pied de la lettre et surtout respectons au maximum le droit international. Et puis il y a aussi la question des familles d'otages, Sébastien, parce que c'est vrai, beaucoup ont dit ce plan Gaza pourrait mettre en péril aussi les négociations pour les otages. Est-ce que du côté des familles d'otages, on a aussi discuté avec Trump de ce problème éventuel ? Alors, il faut rappeler que ce qui a choqué également en Israël, c'est que Benjamin Netanyahou n'a pas rencontré des familles d'otages, notamment les familles d'otages américains qui sont encore aujourd'hui aux mains du Hamas. Il ne les a pas rencontrées. Et lors de la conférence de presse, le sort des otages a été peu ou pas évoqué. Donc aujourd'hui, beaucoup de familles d'otages, finalement, tiennent assez peu compte de ce que dit Netanyahou et essayent d'aller directement à Trump, et c'est à cette aune-là qu'il faut entendre ce que Donald Trump a dit aujourd'hui sur les visages émaciés des otages. C'est le meilleur espoir, ça reste le meilleur espoir, mais c'est clair que ça a été une douche froide pour beaucoup de familles d'otages qui ont beaucoup cru en Donald Trump, qui croient en Donald Trump et qui ont peur que ce plan pour Gaza soit une distraction, éloigne le règlement de cette question et favorise le retour de la guerre. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est un petit peu compliquée. On est encore là dans l'imprévisibilité de Donald Trump.
Trump. On ne sait pas exactement quel chemin il va prendre. Donc c'est aussi pour ça, c'est très intéressant ce que Trump a dit aujourd'hui. We're not going to take it anymore. Est-ce qu'il parlait il faut un deal absolu sur les otages ou est-ce qu'il faut éliminer le Hamas? On ne le sait pas. On peut imaginer que les familles des otages vont évidemment tout faire pour faire pression pour Donald Trump pour que ce soit plutôt la première partie de la solution et pas la deuxième, plutôt qu'un retour à la guerre qui signerait la fin des otages malheureusement. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Lévy pour ces éclairages, ces informations ce matin. On vous retrouve chaque semaine, à la semaine prochaine. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h. Classico. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour